Retour sur le plateau, madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox, émission d'utilité publique. Nous sommes toujours en compagnie des avocats. Maître Fabien Kenyé en plateau avec moi, en face de lui, Maître Joseph-Claude Biliga. Et de l'autre côté, nous avons Maître Emmanuel Pincy, Maître Narcisse Ekomé et Maître Russell Chemou. Voilà, je commence par vous, Maître Joseph-Claude Biliga. Vous avez vu la couleur de l'eau à Dakar? Oui. Nous sommes à Douala, 3e arrondissement. Oui, malheureusement. Malheureusement, mais je pense que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Ceux qui sont en charge de nous fournir en eau doivent faire des efforts pour que nous puissions avoir de l'eau. Les justificatifs ne mentiront jamais. Oui. On dira toujours c'est cette raison, mais la femme, l'enfant et le parent, chacun a besoin de l'eau. On ne comprendra pas ces justifications. Mais je voulais quand même dire autre chose. C'est que lorsque je dis parfois certains comprennent ça mal, nous devons apprendre à parfois nous prendre en charge également. Dans plusieurs quartiers à Douala, il n'y a pas d'eau courante. Mais les gens se sont organisés à créer des forages. Oui. Des forages qui alimentent en eau c'est ce qui est fait à Dakar aussi. Hein. Voilà, je crois qu'à Dakar et dans beaucoup de quartiers, il y a d'autres personnes qui ont des moyens, qui font des forages et donnent de l'eau gratuitement, aux autres populations. Je pense que l'État, quels que soient les moyens que l'État peut avoir, peut être limité dans ses moyens pour pouvoir en eau potable, en électricité, toute la population. Je ne justifie rien du tout. Mais je dis, face à cette situation, au lieu de boire de l'eau qui est de très mauvaise qualité, est-ce que les gens ne peuvent pas s'organiser, puisqu'ils le font très souvent dans les groupes, dans les réunions de quartier, par exemple, pour faire les autodéfenses. On contribue, par exemple, pour faire les autodéfenses dans tous les quartiers. On peut bien s'organiser en disant, on va cotiser pour faire des forages. Ça va permettre de nous rendre moins dépendants de la SINEC. Mais il y a la dame qui dit dans le reportage qu'il y a eu, on a cotisé, et après, l'eau a coulé pendant quelques jours, et puis plus rien. Au lieu de cotiser pour donner à la SINEC, qui va vous dire qu'ils sont en train à Kamwata, oui. On appelle SINEC parce que c'est ça qui reste encore, qui va vous dire que oui, on a des problèmes de maintenance des tuyaux, etc. Et encore que vous savez, avec l'érosion, très souvent même, il y a même les tuyaux qui sont mis. Oui. Lorsque l'érosion arrive, ces tuyaux sont coupés. Donc les gens, même parfois, c'est même pas la faute de Kamwata. Parfois, c'est tout simplement le fait que les tuyaux sont mis à cause du fait de l'érosion, les tuyaux sont mis au-dessus. Ils ne sont plus à l'intérieur et il y a les véhicules qui viennent parfois casser. Donc moi, je pense que la solution, c'est qu'on lieu de donner de l'argent à certains arnaqueurs. Tout à l'heure, on parle d'arnaque. Ouais. Parfois, même ce sont des arnaqueurs. Autant peut-être se cotiser, créer 2 ou 3 forages par bloc. Les chefs de bloc peuvent jouer ce rôle. On le fait et je pense que c'est chacun qui sera servi. Maintenant, voilà. Cela ne dédouane pas l'État de son rôle de pouvoir donner de l'eau à sa population. Voilà, on va garder le meilleur pour la fin. Hein. Fabien Kenyé, ce sera pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi sur cette situation à Dakar. On va d'abord écouter. Voilà, Maître Narcisse Ekomé, vous avez vu ces images qui nous viennent du 3e arrondissement de Douala. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Nous sommes à Douala au XXIe siècle. Oui, Serge Alain, c'est déplorable. C'est déplorable et lorsque j'écoute le propos de mon confrère et grand frère Maître Biliga, je suis un tout petit peu déçu parce que je trouve son propos très ambigu. Il faut reconnaître que l'État a démissionné de ses fonctions régaliennes depuis de nombreuses années. Parce qu'il faut dire que l'eau est un élément essentiel de la vie. Ne demandez pas à des populations déjà démunies et qui croulent sous des charges qu'elles n'arrivent pas à tenir, d'aller se cotiser pour faire des forages de fortune pour pouvoir survivre. Je dis ça, c'est pas sérieux. L'État a l'obligation de pouvoir les populations en eau. C'est essentiel et ça, vous le trouverez dans toutes les conventions internationales relatives à l'éducation, à la nutrition et tout ce qu'il y a autour. Alors, nous croyons sur des charges fiscales, même si d'aucuns nous ont traités de délinquants fiscaux au détour d'une émission télé. Et vous nous demandez à nous qui payons régulièrement nos impôts de nous cotiser pour creuser des forages. Je pense que ce n'est pas sérieux. Il faut faire aujourd'hui une introspection sur soi-même. Je veux parler de ceux qui nous gouvernent.
quand je parle de ceux qui nous gouvernent, je parle du parti de Maître Biliga et de celui de mon grand frère Pensi, pour qui a lamentablement échoué dans la gestion de ce pays, parce qu'il est inadmissible qu'à Douala, on soit dans des situations comme celle-là. Ça n'existe nulle part. C'est faux, non, là c'est faux, là c'est faux. Mon confrère Chemou Russell vous a pris tout à l'heure l'exemple du Rwanda, où nous avons séjourné il y a quelque temps tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure d'eau là-bas. C'est un pays qui est moins pourvu en énergie, en ressources que nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pour qu'on pense qu'on doit justifier même les justifiables. Je pense que les autorités ont failli et il y a cette pandémie qui est pire encore que le corona, les détournements massifs des deniers publics. Parce que chaque directeur qui se retrouve à la tête des sociétés de production et de distribution d'eau s'en met plein les poches. La preuve, ils sont tous en prison. Et la situation ne s'améliore jamais. Donc, je pense qu'il y a un échec criard des politiques de management à ce niveau. Et il faut que ceux qui nous gouvernent essayent de retrouver un peu de raison pour que les populations puissent vivre dans une certaine sécurité sanitaire. Russell Chemou, Maître Chemou, l'État a échoué? Oh, l'État a échoué, oui, l'État a échoué, non. Écoutez, moi je vais être ferme. Hein. Je pense que l'eau fait partie quand même de la vie. L'eau est au cœur du développement humain et socio-économique. Vous avez suivi quelque temps certaines personnes se pensaient d'être des droits de l'hommistes. Mais le droit de l'homme, au niveau du gouvernement, seulement, ce n'est pas défendre les personnes en prison ou libérer les uns et les autres, ou défendre certains gens à l'égalité, à l'accès aux fonctions et autres dans le cadre législatif. Mais l'eau aussi, c'est une question de droit. Voyez-vous, j'ai souvent mal et j'aime souvent utiliser cet exemple quand je parle du Rwanda. Vous voyez, eux, ils ont utilisé les ressources, les petites ressources qu'ils ont pour pouvoir aider, assister et permettre d'irriguer toute la population et donner de l'eau à la population. Rendez-vous compte, quand je suis mon excellent confrère, monsieur le trésorier, mis sur pied, s'il y avait vraiment la décentralisation, sûrement on n'aurait pas attendu un décret de Yaoundé pour qu'il y ait de l'eau, on n'aurait pas attendu toute la paperasse, le formalisme qu'on sait au sein de la société qui s'occupe des eaux au Cameroun. Si le maire qui est proche de cette population avait les moyens, les capacités, était libre, il y avait une ligne de crédit qu'il allait directement à la trésorerie utiliser, ça aurait été une chose facile. Mais écoutez, on nous demande aujourd'hui de nous procurer en eau potable, mais on nous interdit de pouvoir réparer la route qui mène à notre domicile. Ne nous demandez pas une chose et nous retenez l'autre. Non, je pense que c'est grave et on peut trouver des solutions plus importantes. Et je vais finir, puisqu'aujourd'hui la question était, la thématique était consacrée à la magistrature. Je vais terminer sur ce point. Nous avons parlé du conseil qui arrive. Je nourris un espoir. Non, Maître Chemou, on va revenir. On fait d'abord le débrief. Vous permettez, on fait le tour d'abord. Maître Emmanuel Pensi, on a connu, nous, quand on était tout jeunes, hein, des bornes fontaines publiques. Où sont passées les bornes fontaines, Maître Emmanuel Pensi? Oui, à une époque, j'avais déploré. J'avais d'abord réclamé qu'il y ait des bornes fontaines. Mais je dois dire que il faudrait, quand on fait la part des choses, la critique est bonne. Mais il faudrait savoir que du fait de l'exode du rural, la ville de Douala s'accroît de 20 000 personnes par an. C'est-à-dire il y a 100 000 personnes tous les 5 ans. Et sans compter d'autres qui s'ajoutent, dont on ne connaît pas le nombre. Et il faudrait également regarder, par rapport à ce qui se passe ailleurs, la capitale de la Namibie, Windhoek, a un budget de 600 milliards de francs CFA, alors que la ville de Douala n'a pas cette somme-là. La deuxième chose, dont tout à l'heure certains confrères ont parlé, ils ont mélangé les critiques, c'est-à-dire au point de vue juridique, entre l'État et les sociétés d'État. Effectivement, des réformes ont été faites par l'État pour essayer, sous les conseils d'un ministre, d'arriver à améliorer la situation de la société qui gère l'eau du Cameroun. On a vu l'immense fraude que cela a entraîné entre cette société marocaine qui appartiendrait, semble-t-il, à ce ministre-là et le reste. Donc ça n'a pas amélioré la situation générale.
effectivement, ces personnes-là se sont mis à prendre de l'argent. On a eu des chantiers qui ne sont pas terminés. Et tous les jours, il y a de nouveaux chantiers. Donc, il faut faire très attention entre les efforts qui sont faits au niveau de l'État en haut à Yaoundé et le reste qui concerne des comportements qui sont des comportements de ceux qui dirigent les sociétés d'État. C'est deux choses au point de vue juridique de différents. Si bien qu'on retrouve le même phénomène ailleurs, c'est-à-dire la même société qui gère de l'eau dans tout le Cameroun. À mon avis, j'aurais pensé qu'on pouvait faire en sorte qu'il y ait au moins 3 ou 4 sociétés qui géreraient la situation de l'eau au Cameroun, ce qui permettrait d'avoir une saine concurrence et de donner des moyens effectifs aux maires pour pouvoir faire le travail. Parce que les bonnes fontaines, ce sont les maires qui doivent pouvoir le faire. Ce n'est pas un travail qui doit être fait par Camwater. Mais je peux vous raconter une histoire personnelle. J'ai eu des problèmes avec Camwater parce que j'ai eu à payer des factures d'eau en un an de plus de 700 000 francs. J'ai fait des réparations pour 350 000 francs. Et j'avais appelé Camwater pour venir réparer. Ils ont réparé. Après, ils ont raconté que c'était mes propres tuyaux qui étaient en panne. Donc, tous les jours, vous ne savez pas comment il faut faire. Et comme ils ont le monopole, ils vous imposent n'importe quelle somme. Vous êtes obligé de payer. Voilà donc une société qui n'est pas responsable, puisque si vous engagez une procédure contre Camwater, d'abord la situation ne va pas s'arranger au niveau des juridictions. Il y a ce qu'on appelle une protection des sociétés d'État par les magistrats sur instruction et on arrive à ne rien faire. Donc ça fait des personnalités qui sont irresponsables et qui font du très mauvais travail. Donc ça ne m'étonne pas que l'on se trouve dans le cadre d'une ville qui est en train de s'accroître tous les jours et que les maires n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir le faire et qu'on ait de l'autre côté des sociétés qui ont à leur tête des voyous, des voleurs et dont la plupart sont actuellement en prison. Donc voilà la situation qui demande une réforme qui est certaine parce qu'il est tout à fait inacceptable qu'en 2020 que l'on ne puisse pas avoir de l'eau potable dans les villes du Cameroun. Voilà, merci. Avant, rapidement, vous voulez rapidement, hein, oui, il y a non, qui doit parler. oui, je voudrais quand même dire une chose. Hein. Moi, je dis, c'est très facile d'accuser les autres, de dire que les gens sont... J'ai dit ceci. L'État a son rôle de pouvoir donner de l'eau. L'État a le rôle de faire les routes. L'État prend le rôle de construire des écoles, de construire des hôpitaux. La question que je pose, confrère, si votre enfant tombe malade, vous allez à l'hôpital, vous trouvez qu'il n'y a pas d'hôpital, c'est fermé, il n'y a pas de médicaments, vous allez laisser l'enfant mourir en disant que c'est le rôle de l'État de sauver votre enfant. Vous n'irez pas chercher de l'argent pour aller à la pharmacie, trouver de l'argent pour sauver votre enfant. On est face à une situation. Il n'y a pas de l'eau. Ça peut être une défaillance de l'État. Je ne dédouane pas l'État. Que doit faire la population? Croiser les bras en disant oui, comme c'est le rôle de l'État, tant que l'État ne va pas construire, ne va pas me donner de l'eau, nous on ne va rien faire. Ou dire, comme l'État est défaillant, nous on va s'organiser pour donner de l'eau, pour sauver nos vies. Moi je l'ai fait à la Cité SIC. J'ai fait aménager avec mon organisation une source d'eau où plus de 100 000 personnes continuent à boire de l'eau aujourd'hui. Allez à la Cité SIC, demandez la source Mbappé, parlez de Maître Obligat, on vous parlera. Je n'ai pas attendu de l'État que l'État vienne aménager le forage. Donc je dis, arrêtez de penser que l'État doit tout faire à tout moment. Lorsqu'on crée un CES dans votre village, vous attendez que l'État vienne construire toutes les salles de classe. Parfois, les parents s'organisent pour construire des salles de classe. Et c'est ce que je demande. Et ça, c'est mauvais. Ok, merci, Maître Bilika. Voilà, Maître Kenyé, on vous écoute attentivement. Hein. Ça sera dur. C'est très dur. Je ne voudrais pas dire enfin, je n'ai pas besoin d'être dur. Oui. Les images sont déjà assez... Elles parlent beaucoup, les images. Oui. Je voudrais dire pour ceux des téléspectateurs qui ne le savent pas, que nous nous trouvons ici à un taxi de ce plateau. Que Dakar, où ces images ont été prises, se trouve à un taxi. Serge Alain, voyez-vous, lorsqu'on en arrive à ça, dans la capitale économique, la principale capitale économique d'Afrique centrale, je pose la question de savoir s'il faut en rire ou il faut en pleurer. Et c'est là, contrairement à ce que mon excellent confrère, monsieur le conseiller, Maître Bilika, peut dire,
c'est la manifestation, c'est la consécration de 38 ans d'échec. Je vais m'expliquer sur ce point-là. Si on avait un temps soit peu, Serge Alain, épargné les évacuations sanitaires dont bénéficie l'élite gouvernante, qui fait le rapt, qui a fait même basse sur la fortune publique, je ne pense pas qu'on vivrait cette situation. Si on avait un temps soit peu économisé un peu sur les 3 milliards de la CAN, dont on attend encore les réalisations, on n'en serait pas arrivé là. Sur tous les projets gigantesques, des grands éléphants, si on avait épargné un tout petit peu, on ne vivrait pas cette situation, surtout pas à Douala où nous nous trouvons. Il faudrait absolument le déplorer et marteler que c'est un échec cuisant et le dire. Les mots sont, je crois que je n'ai pas suffisamment de mots pour le dire, mais je voudrais m'indigner quand j'entends d'éminents confrères comme vous. Peut-être vous êtes dans le confort de vos quartiers UP, vous ne pouvez pas imaginer ce que vivent ces populations-là. Lorsque moi je vois des enfants qui patrouillent dans ces eaux-là, imaginez ce que cela peut engendrer comme maladie, Serge Alain, comme maladie diarrhéique. Alors, et surtout que nous n'avons pas de plateau technique sur le plan sanitaire ici au Cameroun. Quand on vient à banaliser, à dire que la population peut se prendre en charge, alors que les gens parviennent à peine à se nourrir, ça se fait injure à ces personnes-là. On ne devrait pas admettre ce genre de choses. Okay. C'est un terroir, c'est la manifestation, c'est la consécration, c'est l'échec assumé de 38 ans de navigation à vue. Voilà, merci. Je vous aurais prévenu, hein, madame, monsieur, Maître Kenyé, pour le mot de la fin. Voilà, on va donc rapidement faire le tour, 30 secondes, sur le sujet principal. Je commence par vous, Maître, par où on a commencé, Maître Emmanuel Pensi. En 30 secondes, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Le Conseil supérieur de la magistrature qui sera peut-être convoqué. Est-ce que les problèmes de la justice seront résolus? La justice, qui sont multiformes et très nombreux, seront résolus rapidement. Mais je voudrais quand même pour la décharge des magistrats, parce que on plaide la charge et la décharge. Les magistrats, dans la situation qui est actuelle, c'est eux-mêmes qui s'occupent de leur propre bureau et qui font tout. Vous avez acheté l'ordinateur, acheté ceci, acheté cela. Et si vous allez là-bas, ils n'ont pas de moyens. Donc les magistrats font tout à Douala. C'est eux qui achètent les ordinateurs, c'est eux qui mettent les meubles, c'est eux qui aménagent leur bureau. C'est une situation qui est inacceptable. Moi, je suis allé au Gabon il y a 20 ans. J'avais une jeune nordiste qui travaille là-bas au tribunal de première instance et gagnait 3 millions. Elle a dit que je suis Camerounais, je ne peux jamais rentrer au Cameroun. Et elle avait les moyens de s'acheter une voiture. Donc, lorsque vous trouvez des magistrats, et un confrère l'a dit tout à l'heure, qui sont dans des situations financières difficiles, même si on vous dira qu'au point de vue indiciaire, ils commencent à un très haut niveau, c'est difficile également pour eux. Donc c'est difficile de faire un travail lorsqu'on se trouve sans moyens, dans des difficultés, dans de grandes villes, avec des dossiers très importants et qui sont juteux, et cela ne peut entraîner que la corruption. D'ailleurs, la Banque mondiale l'a dit, les institutions financières, le faible niveau des salaires est également un élément qui contribue à aggraver la corruption. Merci, Maître Pensi. Maître Chemon, Russell, votre mot, la fin. Oui, pour clôturer, je dirais tout simplement que, pour répondre, aucune disposition, j'ai entendu dire qu'aucune disposition n'impose au chef de l'État de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature, si, quand on lit les dispositions de l'article 18 et 19. Imaginez-vous un magistrat qui est suspendu par le ministre de la Justice et doit attendre 3 ans après pour être blanchi, pour qu'on puisse imaginer le préjudice. Bon, je pense qu'il faut être périodique, il faut être sérieux, il faut respecter les tests qu'on a soi-même, qu'on s'est soi-même imposé, parce que c'est un décret sur le décret du chef de l'État. Pour terminer, je terminais ce note d'espoir. Je parlais tout à l'heure du jeune magistrat de justice qui est décédé d'accident de circulation à Yaoundé, qui n'a jamais pu être magistrat. J'espère, je nourris le vœu que le Conseil supérieur de la magistrature, qui va se tenir très bientôt, va l'élever à titre posthume magistrat de premier grade. Je l'espère. Voilà, merci beaucoup, Maître Russell Le Chemot. Enfin, Maître Narcisse Sekomen. Voilà, Maître Narcisse Sekomen est parti. Fabien Kenyé, voilà. Serge Alain, pour mon mot de la fin, je voudrais bien dire que, prenons l'hypothèse où le Conseil supérieur de la magistrature est effectivement lieu demain. Oui. Est-ce que cela empêchera que votre confrère Chouta, qui est poursuivi pour une infraction dont le maximum de la peine est de 6 mois, soit maintenu en prison? Est-ce que
est-ce que cela empêchera que le premier vice-président du MRC, Mamadou Mouta, que son affaire soit renvoyée plus d'une fois? Est-ce que cela empêchera, Serge Alain, que les juges continuent à se soumettre à l'exécutif, alors que suivant le texte qui réglemente leur statut, il est dit qu'ils jugent souvent la loi et leur conscience. Donc il est question de faire les états généraux de la justice pour que la justice soit véritablement indépendante, et ce sera justice. Voilà, Maître Biliga, pour terminer. Oui, moi je ne parlerai pas de la justice, enfin de magistrat. Et je suis en noir aujourd'hui parce que, comme l'arrivée que j'arrive chez vous savez que nous avons perdu un grand homme au barreau de Cameroun, le bâtonnier Sama, que j'ai eu l'occasion de côtoyer parce qu'il m'avait désigné trésorier de l'ordre. Il part dans des conditions très dramatiques et fort heureusement, il a laissé des traces au barreau. Les confrères de la promotion Aboubakar, ces jeunes avocats qui vont venir encore garnir nos rangs, lui sont reconnaissants. J'ai été membre du jury, j'étais de ceux qui ont fait rentrer ces enfants-là. Et il y a également les autres choses très importantes, c'est un terrain, le siège de l'ordre, un terrain dans lequel sera bâti le siège de l'ordre des avocats. C'est le seul bien immobilier titré au nom des avocats que le barreau a eu jusqu'à ce jour depuis son existence. Et c'est sur le titre foncier le nom du bâtonnier Samaïe. On dit le barreau de Cameroun représenté par le bâtonnier Sama Francis Assanga. Donc il meurt, mais il reste. Je voulais rendre hommage à cet homme-là qui a beaucoup d'honneur pour le barreau, mais dont le nom a été traîné dans la boue. Le mien également, vous le savez, mais comme la vérité finit par triompher, on a montré que ce monsieur avait une haute idée du barreau de Cameroun, et je voudrais prendre 5 minutes pour lui rendre hommage, et il mérite. Merci à vous. On va dire merci à tous les avocats qui étaient là ce soir, Maître Pensi, Maître Narcisse, et comment Maître Chemon Russell, Maître Joseph-Claude Biliga, Maître Fabien Kenyé. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Une fois de plus, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Dakar.